S'il en est un qui supporte mal le confinement, c'est sans conteste Jack Torrance, le personnage interprété par Jack Nicholson dans Shining de Stanley Kubrick. André Bazin disait du cinéma qu'il est une fenêtre ouverte sur le monde, mais qu'arrive-t-il lorsque cette fenêtre ne donne que sur un espace réduit ? Si le cinéma invite le spectateur au voyage, à l'évasion, qu'en est-il de ces films qui limitent l'espace représenté en enfermant leurs personnages ? I want to hear your arguments. I gave you my arguments. We're not convinced. We want to hear them again. We have as much time as it takes. Everything. Every single thing that took place in that courtroom, but I mean everything, says he's guilty. What do you think? I'm an idiot or something? Why don't you take that stuff about the old man who lived there and heard everything? Or this business about the knife. What, because we found another one exactly like it? The old man saw him right there on the stairs. What's the difference how many seconds it was? Every single thing. The knife falling through a hole in his pocket. You can't prove he didn't get to the door. Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it! L'un des plus beaux exemples de huis clos au cinéma, c'est sans aucun doute 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Dans le film, on suit les débats entre les membres d'un jury qui doivent décider s'ils vont condamner ou non un homme à la peine de mort. Et la quasi-totalité du film se passe dans la salle où sont enfermés les jurés. Et Lumet resserre le drame au maximum, non seulement par ce lieu unique, mais aussi par le fait que le film est quasiment en temps réel. Aussi, il limite le nombre d'informations qu'il donne aux spectateurs. Par exemple, on connaît quasiment pas les noms des jurés. Et puis, surtout, Lumet retranscrit cette idée d'enfermement à travers l'image elle-même. Dans son livre Making Movies, le cinéaste explique. Très vite, je me suis dit que les objectifs pouvaient raconter l'histoire. Tandis que le film avançait, je voulais que la pièce semble de plus en plus petite. Pour cela, j'ai utilisé des objectifs dont la distance focale était de plus en plus grande. En outre, nous avons filmé le premier tiers du film en positionnant la caméra au-dessus de la hauteur des yeux, puis en abaissant progressivement la caméra, le second tiers avec la caméra à hauteur d'yeux, et enfin le troisième tiers un peu en dessous du niveau des yeux. De telle sorte qu'à la fin du film, le plafond apparaît dans le champ. Non seulement les murs paraissaient se rapprocher, mais le plafond également. Lumet accélère également le rythme du film. Le découpage est de plus en plus rapide, tout particulièrement dans le dernier tiers du film. Et ça permet d'accentuer la montée de la tension, la sensation d'emballement. Et puis à la fin, quand on sort enfin de la pièce, la caméra reprend de la hauteur et nous offre un moment de respiration dont on a bien besoin après ce huis clos quand même particulièrement éprouvant. Quand on parle de huis clos au cinéma, on pense nécessairement à Alfred Hitchcock, dont 3 films exploitent brillamment cette idée. Lifeboat, La Corde et Fenêtre sur cour. Le huis clos de Lifeboat repose sur un paradoxe. Les personnages se retrouvent à devoir cohabiter sur un canot de sauvetage au milieu de l'océan après le torpillage de leur paquebot par un sous-marin allemand. Ils sont donc enfermés au milieu d'un espace ouvert et sans limite visible. Le contraste est saisissant et fonctionne à plein. Confinés au milieu de l'océan, les naufragés se trouvent davantage pris au piège. That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. What happened to David Kentley changed my life completely, and the lives of 7 others. Janet Walker, Henry Kentley, the boy's father, his aunt, Mrs. Atwater, his best friend, Kenneth Lawrence, a housekeeper named Mrs. Wilson, and the 2 who were responsible for everything, Brandon Shaw and Philip Morgan.
La Corde, c'est une tentative de huis clos au niveau même du film, pour raconter cette histoire de deux jeunes hommes qui commettent un meurtre et puis qui organisent une soirée dans l'appartement où ils ont caché le corps. Hitchcock propose non seulement un huis clos, mais aussi un film en temps réel. Et pour faire ressentir ça à l'écran, il joue avec l'idée de plan séquence. Compte tenu de certaines limites techniques, Hitchcock doit truquer pour masquer les couples entre les très longs plans qu'il tourne. C'est pour ça qu'à certains moments, on voit la caméra passer, par exemple, dans le dos des personnages. L'idée reçue selon laquelle la corde est un faux plan séquence est absolument fausse. Il y a dans le film 4 coupes franches, tout à fait visibles. Et d'ailleurs, elles sont pas anodines. Hitchcock les place à chaque fois à un moment où il se passe quelque chose d'important. Et le fait qu'on ait une coupe dans un film qui joue plutôt cette logique de continuité vient souligner ce moment particulièrement important, ce moment de basculement dans le récit. It was a task he usually performed very competently. But on this particular morning, his touch was perhaps a trifle too delicate. Because one of the subjects for our dinner table suddenly rebelled. Like Lazarus, he rose... That's a lie! Philip! There's no word of truth in the whole story. I never strangled a chicken in my life. Now, look here, Philip. I never strangled a chicken, and you know it. Et puis il y a Fenêtre sur cour, Rear Window, l'histoire d'un photographe qui est immobilisé par une jambe dans le plâtre et qui passe son temps à espionner ses voisins par la fenêtre de son appartement. Rear Window, c'est un des plus grands films sur le cinéma lui-même. C'est un film qui questionne notamment la dimension voyeuriste du cinéma. Le personnage interprété par James Stewart est vraiment un reflet du spectateur à l'intérieur du film. Et Hitchcock construit cette analogie vraiment de manière extrêmement brillante et dès le tout premier plan du film, puisqu'on voit en fait pendant que le générique se déroule, les rideaux se lever doucement sur la fenêtre, mais en même temps le rideau se lever sur l'écran de cinéma avant que la fiction ne commence. Douze hommes en colère, comme La Corde, sont des adaptations de pièces de théâtre. Et d'ailleurs, les films respectent la règle classique des unités de temps, de lieu, d'action. Mais si on peut considérer que l'espace théâtral est clos sur lui-même, l'une des prérogatives du cinéma, justement, au contraire, c'est d'être ouvert vers l'extérieur. Et donc le huis clos cinématographique est intéressant parce que il vient d'une certaine manière annihiler le principe même du cinéma. Le huis clos permet de concentrer la dramaturgie. Les relations entre les personnages sont plus fortes, plus directes. Alors, d'un côté, soit les tensions sont exacerbées, les conflits deviennent inévitables, ou alors au contraire, les personnages confinés ensemble apprennent à se connaître et puis à tisser des liens. Dans plusieurs de ses films, l'acteur et cinéaste Kenneth Branagh utilise le huis clos pour connecter le cinéma au théâtre. Le Limier, qu'il réalise en 2007, est l'adaptation d'une pièce de théâtre déjà portée à l'écran en 1972 par Joseph Mankiewicz. Ce huis clos pour deux acteurs, où brillent Jude Law et Michael Caine, est on ne peut plus théâtral. La question même du jeu de rôle y est au cœur de l'histoire. Branagh s'y intéresse à l'image, au double, au faux semblant. Sur ce point, son choix de comédien est tout sauf anodin. Il offre en effet à Michael Caine, déjà présent dans la version de Mankiewicz, le rôle d'Andrew Wyke, que tenait face à lui Sir Laurence Olivier. Le rôle de Milo Tyndall, que jouait Caine en 1972, échoua à Jude Law, qui 3 ans plus tôt avait déjà succédé à Michael Caine dans le remake de l'un de ses films. You know, there is something about that tangle of strangers, pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. Dans sa version du Crime de l'Orient Express, que d'ailleurs Sidney Lumet avait aussi adapté au cinéma après 12 hommes en colère, mais donc dans son adaptation, Kenneth Branagh incarne un Hercule Poirot qui est comme son double à l'écran.
Il est à la fois acteur en représentation et metteur en scène de l'histoire. Et ses compagnons de voyage sont à la fois ses partenaires de jeu et ses comédiens. Et le film, on peut le voir comme une espèce de très longue répétition qui mène à ce moment final de la résolution de l'enquête, mais qui est aussi finalement le moment de la représentation de la pièce. Et d'ailleurs, à ce propos, Branagh modifie pas l'intrigue. Il cherche pas à surprendre le spectateur. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est de traiter de la question de la représentation, de faire de ce lieu de confinement qu'est l'Orient Express finalement une scène de théâtre. Et c'est pour ça que la dernière séquence du film, où il s'adresse aux autres personnages, mais aussi à ses comédiens, mais aussi à nous, les spectateurs, c'est vraiment une sortie de scène de la part de Branagh. Ladies and gentlemen, I have understood in this case that the scales of justice cannot always be evenly weighed. And I must learn for once to live with the imbalance. There are no killers here. Only people who deserve a chance to heal. The police have accepted my first solution to the crime, the lone assassin who made his escape. I will leave the train here to conclude formalities. You are all free to go. May you find your peace with this. May we all. Le confinement à l'écran se donne évidemment à voir dans le film de prison, dont on peut considérer qu'il constitue un genre à part entière, et qui se lie parfois à cet autre genre qu'est le film d'évasion. Le Trou de Jean Becker, Midnight Express d'Alan Parker, La Ligne Verte de Franck Darabont ou encore Un Prophète de Jacques Audiard sont autant d'exemples de la richesse et de la diversité du film de prison. Et puis évidemment, il y a La Grande Illusion, le chef-d'œuvre de Jean Renoir. Dans La Grande Illusion, la réclusion prend une dimension sociale. Renoir met en scène la cohabitation forcée de personnages venus d'horizons, mais surtout de milieux sociaux différents. Et il y a une scène qui est formidable sur ce point, c'est celle des maladies de classe. Moi, c'était avec une brune. À qui se fier? Une amie de ma mère, une dame tout ce qu'il y a de respectable, qui s'occupait de bonnes œuvres. C'est pas de veine, parce qu'en général, chez les gens bien, c'est plutôt la vérole. Pas vrai, Boileau? Ah oui, ce fut longtemps un privilège, mais il se paie, hein, comme les autres. Tous démocratisent. Ainsi, le cancer et la goutte ne sont pas des maladies d'ouvriers, mais le peuple y viendra, soyez-en sûrs. Et les intellectuels? Les intellectuels? Ah, nous, c'est plutôt la tuberculose. Tiens, monsieur Pindard. Ah, et les bourgeois, alors? Des maladies de foie, d'intestin. Ils mangent trop. En somme, chacun mourrait de sa maladie de classe si nous l'avions la guerre pour réconcilier tous les microbes. Si certains sont en prison, d'autres sont enfermés dans leur folie ou leur traumatisme. L'enfermement physique, visuel, reflète alors l'enfermement mental. Là encore, les chefs-d'œuvre ne manquent pas. Choc Corridor de Samuel Fuller, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, Birdie d'Alan Parker, ou encore le terrifiant Shutter Island de Martin Scorsese. Do you know what fear does to the mind? Corrodes it, rusts it. This is a game. You're a rat in a maze. Who did this to you? Going somewhere? I've built something valuable here. I'm not going to give up without a fight. What if while you were looking into them, they were looking into you? Now they have us both. Here, now. Let me see your face. Let me see your damn face now! Don't move, don't move! Wouldn't you agree? When you see a monster, you must stop it.
L'enfermement est source d'angoisse. Nombreux sont ainsi les films d'horreur, ou plus largement les films qui jouent à susciter la peur des spectateurs, qui s'appuient sur le huis clos. Quoi de plus terrifiant en effet que de se retrouver pris au piège avec un tueur ou un monstre, sans échappatoire, sans possibilité de fuite. Et quand, comme dans Alien, ce confinement prend place dans un vaisseau spatial, l'angoisse n'en est que plus grande. En annihilant la possibilité même d'un extérieur, le film se recentre sur le lieu du danger. Quelle que soit l'issue finale, tout devra se résoudre dans le Nostromo. Sans aide extérieure, puisque dans l'espace, personne ne vous entend crier. Certains westerns hollywoodiens classiques jouent avec l'idée de confinement. Or, le western par essence repose sur l'idée d'espace, sur son parcours, sur sa conquête. Mais donc il y a des westerns qui jouent finalement à contrarier ce principe même du western. J'ai 3 exemples en tête. Il y a Stagecoach de John Ford, High Noon de Fred Zinman et puis Threatened to Yuma de Delmer Daves. La chevauchée fantastique ouvre le second âge d'or du western. Le film de John Ford est une relecture de Boule de Suif, de Maupassant. Pour échapper à une attaque indienne, un groupe de 7 civils est évacué en diligence. À son bord, un joueur, un médecin alcoolique, une prostituée, un banquier véreux, un représentant en whisky, une femme enceinte et un hors-la-loi. Ford fait de ce groupe disparate un microcosme de la société américaine et de ses différentes classes sociales. Si le film joue de l'enfermement, il n'est pas pour autant à huis clos. C'est d'ailleurs avec la chevauchée fantastique que Ford tourne pour la première fois à Monument de Valley, qui deviendra un symbole du western. Réalisé en 1957, 3h10 pour Yuma va plus loin dans le concept d'enfermement. Le film raconte l'histoire d'un fermier au bord de la ruine qui accepte d'escorter un bandit jusqu'à la gare où l'attend un train pour le pénitencier. Les 2 hommes s'enferment dans une chambre d'hôtel en attendant son arrivée. Delmer Daves est un cinéaste extrêmement intéressant, un véritable créateur de formes. Un film comme Dark Passage, par exemple, témoigne très bien de son génie créatif. Dans les années 50, il fait plusieurs westerns d'importance. Alors, au-delà de 3h10 pour Yuma, je pense par exemple à Broken Arrow ou The Last Wagon. Et 3h10 pour Yuma, c'est un film génial qui propose un vrai mélange entre classicisme et modernité. La mise en scène du huis clos est extrêmement précise, extrêmement travaillée, magnifiée par une image en noir et blanc absolument sublime. Et ce film, c'est vraiment une réflexion sur la droiture, l'héroïsme, l'honnêteté, le courage. Il me semble qu'on peut rapprocher 3h10 pour Yuma de High Noon, Le train sifflera 3 fois de Fred Zinman. Dans le film, Gary Cooper joue un héros vieillissant, un shérif qui doit défendre une dernière fois sa ville contre un bandit qui vient se venger de lui. Et il va faire appel à tous les habitants de la ville qui, un par un, vont l'abandonner. Du point de vue formel, High Noon est extrêmement intéressant. Le film se déroule quasiment en temps réel. Le personnage est enfermé dans sa ville, mais aussi et surtout il est enfermé dans le temps. Le titre du film, d'ailleurs, High Noon, midi pile, met en lumière cette idée de compte à rebours. Et Fred Zinman filme véritablement le temps, le met en scène, le rend sensible, que ce soit par des plans d'horloge répétés tout au long du film, mais aussi par cette musique qui fait office de métronome. We'd be all alone on the prairie. We've got an hour. What's an hour? Oh, we could What's reach... 100 miles? We'd never be able to keep that store, Amy. They'd come after us and we'd have to run again as long as we live. No, we wouldn't. Not if they didn't know where to find us. Oh, Will. Well, I'm begging you, please let's go. I can't. Don't try to be a hero. You don't have to be a hero, not for me. I'm not trying to be a hero. If you think I like this, you're crazy. Look, Amy, this is my town. I've got friends here. I'll swear in a bunch of special deputies, and with a posse behind me, maybe there won't even be any trouble. You know there'll be trouble. Then it's better to have it here. I'm sorry, honey. I know how you feel about it. Do you? Of course I do. I know it's against your religion, though. Sure, I know how you feel. But you're doing it just the same. Oh, Will,
We were married just a few minutes ago. We've got our whole lives ahead of us. Doesn't that mean anything to you? You know, I've only got an hour and I've got lots to do. Stay at the hotel until it's over. No, I won't be here when it's over. You're asking me to wait an hour to find out if I'm going to be a wife or a widow. I say it's too long to wait. I won't do it. Amy. I mean it. If you won't go with me now, I'll be on that train when it leaves here. I've got to stay. Le film de boucle temporelle a été popularisé au cinéma par le film de Harold Ramis, Un jour sans fin. Phil Connors, le personnage interprété par Bill Murray, y est condamné à revivre sans cesse le jour de la marmotte, dans une ville qu'il déteste tout autant que ses habitants. Les films de boucle temporelle sont des films de confinement. Les personnages sont enfermés dans un temps qui se répète sans cesse, et c'est un genre qui est extrêmement intéressant d'un point de vue formel, un genre qui joue beaucoup sur le montage, sur des effets de répétition et de variation, de modulation d'une même scène. Et alors, comme souvent avec les films de confinement, cette expérience de boucle temporelle tend vers une expérience initiatique pour les personnages. Au cinéma, la boucle temporelle est utilisée sous des formes très différentes. Si elle tourne à l'horreur dans Repeaters et Happy Birthday, elle est aussi utilisée dans des films d'action et de science-fiction tels que Source Code et Age of Tomorrow. Si on parle de films de boucle temporelle, on pense forcément à La Jetée, le film de Chris Marker. Alors, c'est pas une boucle temporelle dans le sens où le personnage revit pas la même journée tous les jours, mais c'est un film de voyage dans le temps qui est construit sur un principe de boucle, de répétition. Au début, le personnage est prisonnier physiquement, et puis il va devenir prisonnier du temps, temporellement. Il va apprendre qu'on ne s'échappe pas du temps. C'est une des phrases du commentaire. Le film de Chris Marker est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le fait qu'il soit quasiment intégralement composé d'images fixes, c'est pas seulement une posture esthétique, ça fait vraiment sens par rapport au sujet du film. C'est en totale adéquation avec le fait que le monde est à l'arrêt, puisque c'est un film qui se passe dans un futur post-apocalyptique. Le but du voyage dans le temps, le but du retour vers le passé du personnage, c'est de redonner vie aux images, c'est de passer du fixe à l'animé, de la fixité au mouvement, ou on pourrait dire de la photographie au cinéma. Parce que La Jetée, c'est vraiment un film qui parle de cinéma, de sa puissance de remémoration. Ce que Chris Marker nous dit, c'est que la plus belle des machines à voyager dans le temps, c'est tout simplement le cinéma. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme.
Goodbye, John. Now, wait a minute, Gunnison. Now, you've got to get me out of here. 6 weeks sitting in a 2-room apartment with nothing to do but look out the window at the neighbors. Goodbye, John. Now, Gunnison, if you don't pull me out of this swamp of boredom, I'm going to do something drastic. Like what? Like what? I'm going to get married, and then I'll never be able to go anywhere.